Donc bonjour à tous, nous sommes réunis dans le cadre de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Cette mission d'information qui a repris ses travaux depuis début juin a pour objectif assez vaste d'explorer différentes facettes de ce qu'est le cannabis, de ce qu'est le chanvre et notamment dans sa dimension thérapeutique, et c'est le sujet qui nous a occupé dès le début de l'année dans la droite ligne du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui, comme vous le savez, prévoit l'expérimentation des circuits de distribution du cannabis à vocation thérapeutique pour un nombre échantillonné de malades et dans une durée initialement prévue de 2 ans, dont vous vous doutez, vous avez peut-être entendu qu'elle a un peu été décalée. Dans cette mission, je suis entouré du rapporteur général Jean-Baptiste Moreau qui va nous rejoindre et de rapporteurs thématiques, alors notamment sur la question du cannabis thérapeutique. Emmanuelle Fontaine-Domézel est présente, ainsi que Ludovic Mendes qui est aussi rapporteur thématique, et Caroline Janvier qui va nous rejoindre. Alors, nous avons auditionné déjà plusieurs acteurs du cannabis thérapeutique, plusieurs acteurs plus exactement du ministère de la Santé et de l'Agence de sécurité du médicament sur le volet purement technique et logistique de la mise en œuvre de cette expérimentation. Nous savons que cette expérimentation, quand elle commencera et quand le décret idoine sera publié pour que le cahier des charges et l'appel d'offres puissent démarrer, s'appuiera essentiellement sur des expériences étrangères et sur des circuits de distribution, de production et de distribution étrangers. Nous sommes toutes et tous sensibles à la relocalisation et qui plus est dans cette période d'activités sanitaires et notamment pharmaceutiques sur le territoire national. Nous sommes conscients, après avoir auditionné de nombreux acteurs de la filière chanvre en France, qu'il existe un potentiel français pour le développement d'une filière du chanvre thérapeutique en France, mais que celle-ci est largement soumise à une évolution des réglementations et à la réussite dans le délai imparti et fixé par le législateur de l'expérimentation du cannabis à vocation thérapeutique. Cet après-midi, nous avons choisi d'auditionner sous le format de la table ronde différentes entreprises qui œuvrent dans le domaine de la recherche et de l'expérimentation pour développer une filière de chanvre thérapeutique, à la fois l'Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum aromatique et médicinal, dont je n'aurai pas l'outrecuidance de prononcer l'acronyme, mais vous le ferez mieux que moi, l'entreprise Elican Biotech qui s'inscrit dans la création là aussi d'une filière 100% française de la chaîne économique existante en s'appuyant sur la chaîne économique existante du chanvre, et l'entreprise Stanifarm qui est spécialisée dans l'extraction du cannabis et qui a notamment travaillé pour un laboratoire qui exploite le Sativex. Je passe volontairement rapidement sur les différentes raisons de vos associations à entreprises et puis sur leur rôle, puisque j'imagine que dans le propos liminaire, les différents intervenants vont pouvoir les développer. Évidemment, la question générale qui se pose, vous l'avez compris, c'est de savoir où en sont les acteurs aujourd'hui français de la future éventuelle filière du cannabis thérapeutique et que l'on évoque ensemble les différentes étapes à franchir, j'allais dire philosophiques, techniques et surtout juridiques, qui vous permettraient de vous inscrire dans ce paysage du développement du cannabis à vocation thérapeutique. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction. Je ne sais pas si Madame la rapporteure thématique veut dire un mot avant, voilà, après, très bien. Et donc après, juste pour vous replacer le cadre de l'audition, après vos propos liminaires, on entrera très classiquement dans un échange et un question-réponse avec les collègues ici présents. Voilà. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être alors sous l'autorité de M. Gaudin, si j'ai bien compris, l'Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques et médicinales.
Oui, Ensuite Elican, et puis ensuite Stanifarm, si cet ordre qui est l'ordre qui est inscrit sur ma note, donc c'est pratique, vous agrée. d'accord. Donc, je veux bien commencer. Alors, Allez-y. sous l'autorité de Bruno Godin, je dirais pas ça devant mes administrateurs, donc qui représentent l'institution ITEPMAI, donc on dit ITEPMAI. Donc, je vous propose qu'on fasse une présentation assez rapide chacun, mais on va parler à plusieurs voix. Donc, je présenterai l'ITEPMAI assez rapidement, mais vite, je laisserai aussi la parole aux administrateurs et donc à Jean-Raymond Vagny de PMA 28, qui est PDG donc de PMA 28, et puis également plusieurs personnes de l'entreprise du groupe Robertet, donc Olivier Maubert, directeur général délégué, Thomas Huguetto, directeur Hills Beauty, et Catherine Gaderas, chargée sur les aspects réglementaires chez le groupe Robertet, puis également de Michel Ménevrier, PDG de la SAPAD groupe Robertet, qui vous expliqueront un petit peu quelles sont leurs relations de travail, en tout cas, et là où ils en sont sur le cannabis. Donc, je vais partager une présentation. Tout le monde peut la voir, là. C'est bien ça, monsieur. J'ai juste à faire partager. Normalement, si vous partagez l'écran, ça devrait fonctionner. On l'a déjà fait avec des D'accord. intervenants la semaine dernière. Est-ce que vous voyez mon écran, là? Non, pas encore. Ah. C'est bon. Est-ce que vous le voyez? C'est bon, ça fonctionne. Très bien. Donc, l'ITEPMAI est donc un institut technique de recherche appliquée, finalisé. Et donc, c'est un institut qui est qualifié par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et qui donc, à ce titre-là, peut bénéficier de financement public pour la réalisation de ces programmes. Donc, l'activité majeure elle est réalisée à la demande de ses adhérents, donc, qui sont à parité des producteurs et des industriels de la filière. Et donc, il a pour finalité de maintenir et développer une activité des plantes médicinales aromatiques et à parfums sur le territoire français et de permettre aux agriculteurs et aux entreprises industrielles d'accéder à un développement qui soit durable et viable, et enfin de générer la confiance et le bien-être des consommateurs. Donc, il dispose pour cela de 2 stations en France, une à Chemillé dans le Maine-et-Loire et une autre à Montélimar dans la Drôme. Donc, 28 salariés travaillent à l'Institut et sur 3 domaines de compétences majeurs qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est l'agronomie, bien sûr, et donc on verra un petit peu plus tard sous quels aspects. Et puis également tout ce qui concerne la phytochimie et la normalisation, et là aussi j'y reviendrai. Et enfin, la valorisation des résultats des expérimentations qui sont menées sur les 2 stations. Donc, une des compétences majeures, c'est la sélection variétale. Donc là, l'Institut crée des variétés qui sont plus performantes ou qui veulent être plus performantes pour répondre sans cesse à des nouveaux besoins du marché. Donc, nous allons travailler sur ce champ-là, sur les métabolites secondaires des extraits végétaux. Et donc, c'est quelque chose qui est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'espèces. Et c'est parfois un petit peu compliqué les modes de sélection. Et donc, on s'est entouré de compétences aujourd'hui en biologie moléculaire pour améliorer l'efficacité et la rapidité des programmes de création variétale dans notre pays. On va aussi travailler sur un autre domaine d'expertise qui est l'optimisation des itinéraires techniques en agriculture, en agronomie. Donc là, on essaie de les améliorer. Donc, ça concerne tout ce qui est protection des cultures et de l'environnement, la mise au point d'itinéraires techniques pour améliorer les teneurs, les rendements de nos productions. Et puis également un travail sur la diminution des intrants, mais la mécanisation et la robotisation de nos cultures. On a un autre aspect très important qui est l'analyse de la qualité grâce à notre service phytochimie.
Et donc là, on offre à nos adhérents des prestations analytiques. Donc les échantillons analysés, excusez-moi pour la faute, je viens de me rendre compte. Donc on travaille les plantes, les extraits de plantes, mais aussi les huiles essentielles ou des matrices complexes, c'est-à-dire des compléments alimentaires ou des aliments pour le bétail. Et donc toutes ces parties de plantes en fait, vont être analysées à l'ITEPMAI. On a différentes molécules qui sont étudiées, ce n'est pas exhaustif, mais les acides, les phénols, les flavonoïdes, les alcaloïdes, donc là, qui nous concernent pleinement, les polyphénols, les terpènes et dérivés, les coumarines et bien d'autres. Donc évidemment, je passe le détail de tout le matériel dont on dispose à l'Institut pour pouvoir pratiquer ces analyses, du matériel assez sophistiqué et qui répond à la demande de nos adhérents. Le service phytochimie a une autre particularité, c'est qu'il contribue à la structuration de la filière dans le sens où il participe aux instances françaises et européennes de normalisation. C'est quelque chose de très important pour la filière puisque l'ITEPMAI est en mesure d'essayer de faire évoluer, grâce à son expertise, la réglementation et en tout cas de participer aux travaux de normalisation. Et enfin, l'Institut a aussi comme rôle de développer de nouvelles espèces ou d'étudier de nouveaux usages. Et donc, pour ça, il a à sa disposition un centre documentaire. Donc, il y a un fonds documentaire qui date de plus de 30 ans, mais il a aussi un domaine de compétences en matière de veille scientifique et technique et un petit peu réglementaire, dans une moindre mesure, qui est donc destiné à la fois argumenter les expérimentations, mais aussi à donner de l'information à nos adhérents. Alors, en ce qui concerne, je ne sais pas si on y vient tout de suite, mais je pense qu'on a préparé nos présentations dans ce sens-là, hein, mais pour vous donner un petit peu quelle est notre problématique ou les problématiques que l'on rencontre à l'ITEPMAI vis-à-vis de la thématique chanvre thérapeutique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes soit de nos adhérents ou d'autres acteurs économiques pour créer des variétés ou améliorer les variétés existantes en matière de chanvre. Et pour ce faire, on est contraint à se doter d'une diversité génétique afin de créer de nouvelles variétés. Donc, qui dit obtenir de la diversité génétique veut dire qu'on peut être susceptible d'avoir du matériel végétal qui est supérieur à 0,2% de THC. Et donc, nous serions dans l'illégalité totale. Et donc, c'est très difficile pour nous, en fait, de travailler cette thématique très importante de la création variétale. Donc ça, c'est sur la partie agronomique, mais sur la partie analytique, c'est la même chose. Notre laboratoire, vous l'avez vu, est donc référencé dans les différentes instances et parfois soumis à des échantillons qu'il n'a. Et donc, pour les analyser, il se doit de détenir des témoins. Et ces témoins, eh bien, c'est de plus en plus difficile de les obtenir et surtout d'être en légalité totale pour vis-à-vis de la réglementation. Et c'est vrai aussi pour les échantillons que l'on va détenir pour l'analyse, qui pourrait être là aussi supérieur à 0,2. Et donc, nous serions dans la totale illégalité. Donc, et bien sûr, on ne peut pas finalement, même à titre expérimental, œuvrer dans ce sens-là. Alors, ça, c'est pour l'activité de l'ITEPMAI, mais on travaille pour les acteurs économiques et je m'empresse de leur donner la parole. Et donc, 3 administrateurs vont prendre la parole et je vais commencer par la suite logique, c'est-à-dire qu'après l'expérimentation, il y a la production agricole. Et donc, Jean-Raymond Vanier, PDG de PMA 28, va vous dire quelles sont ces activités. Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Donc PMA 28, alors moi je suis donc Jean-Raymond Vanier, je suis agriculteur dans le sud de l'Eure-et-Loire, dans la Beauce du Noise. Et il y a maintenant une trentaine d'années, on a cherché à diversifier les productions d'exploitation familiale pour faire autre chose que des céréales. Donc, suite à l'initiative de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire, on a lancé de l'expérimentation en 87-88 et véritablement donc lancé des productions de plantes aromatiques et médicinales en 1989. Donc aujourd'hui, on a plusieurs métiers dans l'entreprise. On est donc producteur. Moi, j'ai toujours mon exploitation agricole. Et donc, on travaille en partenariat avec une 60aine d'agriculteurs
pour qui on fait donc cultiver ou avec qui on cultive une soixantaine d'espèces de plantes qui sont à la fois médicinales ou aromatiques. À côté de ça, depuis une vingtaine d'années, on a développé une activité de négoce, pardon, puisque nos clients, qui sont soit des gens qui font des extraits végétaux, soit des gens qui travaillent dans les compléments alimentaires, dans la phytothérapie, dans la diététique, etc., ont des besoins bien plus importants que les 60 espèces qu'on pouvait leur proposer issues de nos cultures. Donc, pour avoir une gamme beaucoup plus large, eh bien, on s'est lancé dans une activité de négoce. Donc, aujourd'hui, on importe de par le monde un peu plus de 900 espèces qui sont proposées à tous nos clients français, mais aussi européens, puisqu'on veut faire à peu près 30% de notre chiffre d'affaires à l'export, principalement sur l'Europe. Ces 60 espèces, ça représente un peu plus de 500 hectares de culture, principalement en conventionnel, mais aussi en bio, et donc on développe le bio depuis maintenant 4 ou 5 années. Au total, c'est un peu plus de 2200 tonnes de plantes séchées qui sont commercialisées, et vous en avez à peu près 800 tonnes qui sont issues de nos cultures France. Donc PMA 28, c'est une structure qui compte 55 collaborateurs et un chiffre d'affaires 2019 de 11 millions d'euros. Donc, quels sont nos moyens de production? Je vous l'ai dit, donc moi je suis agriculteur, donc j'ai déjà mon exploitation agricole sur lequel on va déjà cultiver une centaine d'hectares de plantes aromatiques et médicinales. On a chez PMA 28 un service agronomique avec plusieurs ingénieurs qui suivent les agriculteurs, qui mettent au point les itinéraires culturaux. Et donc, on commence par faire l'expérimentation sur mon exploitation. Une fois que nos cultures sont un peu mieux maîtrisées, une fois que les besoins de nos clients ont été identifiés, on va proposer ces cultures chez nos partenaires agriculteurs. Ensuite, c'est nous qui gérons les opérations de séchage, de récolte. Donc, on a plusieurs unités de séchage, on a une capacité de stockage relativement importante, puisque les plantes, une fois qu'elles sont récoltées, ce sont des volumes qui sont assez importants. Et on a un certain nombre de matériel agricole spécifique pour aller du semis, la plantation, l'entretien des cultures, jusqu'à la récolte. Une fois que les plantes sont séchées et sont stockées, et puis derrière, donc, on peut les proposer à nos clients sous différentes formes, et donc leur proposer des plantes coupées en poudre, etc., etc. Donc, nos produits, donc déjà nos 60 espèces, donc plus de 900 000 espèces qui sont importées de par le monde, ce qui fait que ça fait plus de 5000 références au catalogue, puisque pour une même espèce, on peut travailler la graine d'angélique, par exemple, la racine, la feuille, enfin vraiment. Et puis après, on peut donc proposer nos espèces en plantes coupées, en poudre. On réalise de plus en plus de dosages d'actifs sur nos matières, donc on travaille principalement avec l'ITEPME pour faire ce genre d'analyse. Et puis derrière, on va valider tout ce qui va être résidus de contaminants. Et puis on peut proposer à nos clients de les expédier par quelques kilos, mais aussi par camion complet. Pour aborder ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la production de chanvre, on a été sollicité, nous, par des clients il y a maintenant 6-7 ans pour le chanvre, et principalement des clients étrangers qui étaient donc intéressés par le CBD. Donc on a fait des essais de mise en culture, donc avec les variétés françaises qui sont donc produites par la coopérative M-HIT. Et donc il y a une liste homologuée de cultures, de variétés qui sont cultivables en France. Alors ils sont cultivés en France pour la graine et pour la fibre. Ils sont bien sûr sélectionnés pour ne pas dépasser les 0,2% de THC. On a cependant fait quelques échantillons d'inflorescence pour les proposer à nos clients, et principalement un client suisse qui était intéressé par le CBD et l'extraction et la concentration du CBD. Rapidement, on a compris que ce client se fournissait en Croatie de matières végétales sèches avec des teneurs en CBD qui étaient entre 2,5 et 3%. Et que, après quelques renseignements, on a compris aussi que ce fournisseur croate fournissait le client suisse avec des variétés françaises.
c'est là où on a les premiers boutons qui nous poussent. Nous, en tant que producteurs français, quand on se rend compte qu'on ne peut pas cultiver en France, aujourd'hui on a la possibilité de cultiver en France le chanvre pour récolter les sommités pour le CBD. Mais aujourd'hui, nous, chez PM28, on a mis un petit peu à l'arrêt nos cultures de chanvre à destination du CBD. On s'est intéressé à la culture de chanvre, mais on s'y intéresse toujours. D'ailleurs, on développe des cultures en bio pour la récolte de la graine, donc du chène-vie, pour la production d'huile et de farine protéinée. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Bruno, c'est qu'aujourd'hui, on a des partenaires potentiels à l'étranger qui s'orientent vers nous, producteurs français, mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité de pouvoir répondre à leurs demandes. Mais inversement, on apprend que ces clients peuvent, eux, soit faire des extraits dans leur pays, en Suisse, au Portugal, soit en cultiver dans leur pays, ou en faire cultiver ailleurs, et que nous, producteurs français, malheureusement, on n'a pas cette possibilité-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très intéressé aussi par voir la réglementation évoluer. Alors on ne demande pas que tout soit fait n'importe comment, que ce soit réglementé, mais qu'on ait la possibilité, au moins, de faire des essais, de mener des travaux qui nous permettront, dans 2-3 ans, une fois que les essais thérapeutiques auront été menés en France, de pouvoir répondre potentiellement à des clients industriels. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur PMA28. Merci Bruno. Et sur le champ, je suis à votre disposition pour échanger sur ce sujet. Voilà, merci. La parole au groupe Robertet. Bonjour, Olivier Maubert, directeur général délégué de Robertet. Donc, vous pouvez faire avancer les diapos. Le diapo est bloqué. Voilà. Donc voilà, le groupe Robertet. Donc nous sommes un groupe familial assez ancien, fondé en 1850. Donc je dis bien familial, même si une partie de nos actions sont sur le marché Euronext à Paris. Indépendant, dont l'activité principale a toujours été l'extraction des produits naturels. Ensuite, à partir de ces produits naturels, peut-être vous êtes... Va pas trop vite. Va pas trop vite. C'est pour revenir en arrière sur la slide, pardon. Voilà. Donc, à partir de ces produits naturels, on a commencé à mélanger pour faire des parfums et des arômes alimentaires, et dans une troisième étape pour faire des actifs pour la santé et pour le bien-être. Donc, cette expertise naturelle, une fois de plus, j'insiste, nous ne sommes pas des chimistes. Oui, ce que je peux dire aussi, c'est que nous sommes les leaders mondiaux dans ces ingrédients naturels. On est une société internationale avec 14 filiales, 14 centres de création et de production dans le monde, 1900 collaborateurs et un chiffre d'affaires au-dessus de 550 millions d'euros. Donc, pour revenir à notre expertise naturelle, c'est une expertise qui est très verticale, qui part vraiment du sourcing jusqu'à l'analyse finale. Et c'est vrai que nous avons investi depuis très longtemps dans le sourcing, et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes liés à la SAPAD que Michel Madevrier représente. Et en fait, donc, nous sommes aujourd'hui les leaders du sourcing méditerranéen et bio aussi. Et nous avons un savoir-faire qui est très important dans le domaine de l'extraction, aussi bien volatile que des non volatiles. Volatile, c'est tout ce que vous sentez, tout ce que vous goûtez. Les non volatiles, c'est bien sûr, ce sont tous les extraits qui vont être utilisés avec une activité aussi bien pour la santé et la beauté. Et enfin, chose importante, c'est que nous sommes vous connaissez tous Grasse comme étant un capital mondial du parfum. Grasse était, dans ma jeunesse, une vie où il y avait sans doute une trentaine de sociétés familiales. Nous sommes la dernière société familiale à Grasse parce que nous avons toujours voulu investir sur Grasse, même si ce n'est pas toujours facile. Slide suivante, voilà. Donc, en clair, notre expertise, une fois de plus, elle part des champs. Dans certains cas, nous possédons les champs via notamment la SAPAD, mais sinon nous avons beaucoup de partenariats avec différents producteurs dans le monde. Une fois de plus, je crois que nous traitons 1100 ingrédients naturels provenant de 60 pays. Et à partir de ces produits, donc, nous faisons des extractions aussi bien des volatiles, mais aussi sur les résidus des non volatiles. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une économie
circulaire où en fait nous essayons d'extraire absolument tout dans le produit naturel. Oui. Alors, au niveau de nos produits, du fait de la diversité de nos produits, nous sommes amenés à respecter un certain nombre de réglementations, de certifications, en tout cas d'avoir nos usines avec un certain label. Et en particulier, donc pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Robertet a une activité pharmaceutique. Donc, en tant qu'excipient, on vend des matières premières naturelles ou des arômes qui rentrent dans des médicaments sous AMM, donc en tant qu'excipient, mais également nous avons une entité de production de substances actives. Et donc ces deux activités sont sous le contrôle de la NSM qui viennent régulièrement nous inspecter, avec lesquels on a des échanges réguliers. Et nous avons également, de par la nature de nos matières premières, certaines sont des précurseurs de drogue, comme l'héliotropine par exemple. Et donc on est amené à avoir une gestion très rigoureuse de ces produits. Et donc là, nous répondons à la MNCPC, pour lesquels nous avons mis en place tout le suivi nécessaire en termes de pesée, de certification nécessaire pour les clients à qui on vend ces matières premières, et la gestion en interne de ces précurseurs et leur destruction. Donc on a une assez bonne expertise de la gestion de ces produits qui sont à haut risque. Et également, nous utilisons beaucoup d'alcool et des produits qui sont sous régie, et là qui nécessitent aussi d'avoir un suivi très rigoureux et un contrôle très rigoureux de nos matières premières. Bon, après, on peut voir qu'il y a d'autres certifications mais qui sont un petit peu plus classiques dans notre activité. En ce qui concerne le CBD, plus particulièrement, donc Robertet a plusieurs partenariats et plusieurs succès à l'étranger, en dehors de la France. D'abord aux États-Unis avec une société qui s'appelle Clearson, qui est basée dans l'État de l'Oregon, qui est un partenaire donc historique de Robertet pour la production d'extraits de chanvre titrés en particulier en CBD et dénués de THC. Et donc là, l'avantage de ce partenariat, on a donc créé il y a un peu plus de 2 ans une joint venture, et l'avantage de ce partenariat, c'est d'avoir un sourcing qui est parfaitement maîtrisé, durable et certifié bio. Clearson et Robertet, on a aussi une expertise sur l'extraction du chanvre, en particulier aux États-Unis avec une extraction supercritique qui permet donc de respecter la plante et qui permet également d'être une extraction relativement verte, écologique. Et enfin, on a des partenariats avec des universités. On reviendra sur l'université de l'Oregon là-bas. Le deuxième partenariat qu'on a ensuite, c'est en Suisse, donc plus récent, là, qui vient d'être signé il y a 2 mois, avec une société qui s'appelle donc Alponix, et sur laquelle on a aussi monté une joint venture pour développer le sourcing et l'extraction de CBD pour le marché suisse pour l'instant. Qui est insisté qu'on on a voulu s'investir en Suisse, parce qu'aujourd'hui c'est le seul pays en Europe qui a une réglementation assez précise, et on a trouvé sur place des partenaires qui avaient la possibilité de cultiver aussi bien en champ, en sous-serre ou en indoor des variétés de chanvre. Sur la slide actuelle, vous voyez donc 2 autres partenaires avec qui on travaille, plus pour la recherche appliquée. Donc, on est en lien étroit avec l'Université de l'Oregon, comme je l'ai déjà dit, et plus particulièrement ce qu'on appelle le Centre d'innovation globale sur le chanvre, donc, qui a été monté par l'université et par Clearson. Et dans ce cadre-là, donc, on fait de la recherche active au niveau des variétés, au niveau de la culture du chanvre, mais aussi également dans le cadre de l'extraction de chanvre. En Europe, pour les mêmes raisons, on a trouvé un partenariat avec Pharmaniose, qui est une spin-off de l'Université d'Athènes, l'Université de pharmacie d'Athènes. Et là également, le but de ces spin-offs, c'était au départ de travailler sur donc, des plantes et des actifs méditerranéens. Et dans ce cadre-là, on a créé en 2019 un partenariat et un programme spécifique lié au CBD pour avancer sur l'extraction et la concentration de CBD à destination du marché suisse pour le moment. Slide suivante. Donc Pardon, je me permets simplement, comme je vois qu'il y a 10 slides. Et Non,
deux intervenants et les questions-réponses. Je voulais juste m'assurer qu'on puisse laisser place à l'échange assez rapidement après. Donc là, sur cette slide, on voit qu'on a développé deux méthodes d'extraction. Une au CO2, dont a parlé Thomas, qui est verte et qui nous permet de respecter aussi les règles de l'agriculture biologique lorsqu'on fait des extraits de CBD. Et puis une autre au solvant, qui est l'éthanol, qui nous permet d'avoir un spectre un petit peu plus large. Aujourd'hui, on est en train de on affine un processus de recherche un peu plus écologique aussi pour éliminer toutes les traces de THC et les autres composants indésirables. On a aussi une autre utilisation, un peu moins dans le thérapeutique, mais dans le bien-être du CBD. Slide suivante. Donc, nous, les deux points importants et nos deux principales problématiques, elles rejoignent celle qu'a évoquée M. Vanier concernant la partie de la plante à récolter. Aujourd'hui, si on ne peut pas récolter la sommité fleurie, faire de l'extraction en France, ce n'est pas du tout viable économiquement. Nos confrères européens ou mondiaux ont aujourd'hui développé des machines qui permettent de récolter uniquement cette sommité fleurie. Et ensuite, ce dont nous avons besoin, nous, en tant qu'industriels extracteurs, c'est d'un statut légal pour l'industrie qui nous permette de manipuler des parties de plantes qui, comme l'a dit aussi Bruno tout à l'heure, risquent de dépasser les 0,2% de THC et qui rendent aujourd'hui impossible toute opération d'extraction, puisqu'à partir du moment où on extrait, on concentre. Et puis aussi la manipulation du produit, puisque dès qu'on va manipuler de la sommité aujourd'hui, on est illégaux. Et donc, au sein du groupe Robertet, on a fait comme M. Vanier, on s'est interdit de travailler ce produit-là aujourd'hui en France, puisqu'on n'a pas de cadre légal. Le positionnement du groupe Robertet à l'international nous permet d'être présents sur le marché américain et suisse, comme vous l'avez vu. Mais aujourd'hui, sans cadre réglementaire français, on se refuse à travailler, aussi bien en recherche qu'en extraction sur le territoire. Malgré tout, nous forgeons notre expertise qu'il serait judicieux de valoriser dans l'Hexagone. Et comme vous l'avez dit en introduction de notre table ronde, c'est le moment aussi de localiser une production de médicaments en France et de renforcer notre leadership sur la production du chanvre, puisque la France est comme à une position de leader mondial, après la Chine. J'en ai fini. Voilà. Alors, Monsieur Reda, on avait prévu de faire une petite présentation, mais très rapide, de Sanofi Francopia. Monsieur Gouault n'a pas pu être parmi nous. Alors, je peux le faire, mais extrêmement rapidement, parce que je comprends que le temps est un peu limité. C'était parce que, c'est en fait parce que Francopia est un peu l'illustration de ce que l'on imagine pour la filière cannabis. C'est-à-dire que il travaille sur le pavot morphine. C'est 11 000 hectares en France en plein champ et qu'il gère complètement de manière intégrée. Hein. Donc, ils ont leur propre champ de pavot qui sont géolocalisés, inspectés. Donc, ils en retirent la morphine, la thébaïne et la noscapine. Vous savez à quoi ça sert. Hein. C'est pour les traitements de la douleur, de maladie de Parkinson, et dépendance, la toux et tout ça. Et donc, ils ont une production qui est complètement intégrée depuis la graine jusqu'au produit fini. Ils assurent la recherche, la production agricole, l'extraction et la fabrication pour la distribuer ensuite. Tout ça est complètement sécurisé en France. Ils détiennent l'ensemble de la filière et l'ensemble est totalement sécurisé. Et nous tenions à vous faire part un petit peu de cette expérience d'un de nos adhérents avec qui on travaille et qui, voilà, on peut faire des parallèles avec la possibilité d'évolution sur la filière du cannabis thérapeutique. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce qu'il y a une petite présentation un petit peu longue, mais on tenait vraiment à ce que ce témoignage soit aussi présent autour de cette table ronde. Merci beaucoup. Nous avons terminé pour l'ITEPMAI. Merci infiniment. Et si je contrains le propos liminaire, c'est pour qu'on puisse revenir vers vous dans les questions-réponses qui sinon seraient un peu atrophiées. Alors, je donne la parole à M. Aignan peut-être maintenant. Donc, je vais partager ma présentation. Hop,
c'est bon. Là, Ça fonctionne. Là. Voilà. Voyez-vous ma présentation? Oui, c'est très bien. Merci. Très bien. Voilà. Bon, donc, merci de nous recevoir. Donc, je suis Henri Hélion. J'ai un passé de 20 ans dans la Big Pharma, dans les postes commerciaux, marketing et direction générale, et je dirige donc Helicant Trichome Biotech. Helicant Trichome Biotech centre sa recherche sur la séparation végétale des trichomes et leur transformation en actifs pharmaceutiques. Et nous allons essayer de vous présenter aujourd'hui un projet peut-être un peu différent des orientations américaines, mais qui est néanmoins solide et surtout éco-responsable. Tout part du patient. Et si on regarde un petit peu le champ des indications retenues par l'ANSM, on s'aperçoit que probablement la population majoritaire cible sera constituée des douleurs neuropathiques. Alors si on regarde ces douleurs neuropathiques, il y a deux faits très caractéristiques, c'est qu'on s'adresse à une population qui est un peu plus âgée que la moyenne et qui est surtout à plus faible revenu. Ce qui implique probablement une nécessité de galénique adaptée et met en avant et en lumière l'importance des coûts traitements. Nous sommes bien sûr alertés et interpellés par l'exemple du Sativex qui pour nous est quand même une sorte d'exemple peut-être à ne pas suivre et qui montre que lorsqu'on positionne un produit à un prix beaucoup trop élevé, il n'est pas remboursé, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de marché. Donc l'ensemble de ces considérations et d'autres évidemment nous ont amené à développer une vision qu'on a cherché à vous synthétiser sous forme de quelques messages clés. Donc le cannabis thérapeutique, ça peut être une vraie création de valeur en France. En revanche, le prix des traitements doit être accessible et, si possible, remboursé. Ce qui implique en fait aussi une maîtrise des coûts de production. Les galéniques sont importantes, parce qu'elles doivent faciliter la titration, nous le savons, mais elles doivent être aussi familières aux médecins, aux pharmaciens et aux patients, puisque l'observance est quand même clé dans tout traitement médicamenteux. Le champ industriel, et c'est peut-être là un point intéressant, nous semble une ressource possible, y compris pour le thérapeutique. On a tendance à le cantonner en fait au CBD bien-être, mais il nous semble tout à fait possible de l'utiliser en thérapeutique. En effet, il va contribuer à réduire donc, les coûts, ça fait baisser les coûts, et il va être contributif aussi au développement d'une filière agricole. Vous l'avez vu, il existe en France des filières spécialisées qui ont l'habitude de fournir des plantes pour l'industrie pharmaceutique. C'est la filière des plantes à parfum aromatiques et médicinales. On ne veut pas non plus opposer en fait, les différents circuits, mais il nous semble que indoor, serre, culture, extérieure ont une complémentarité qui permettra en fait, d'avoir une réponse thérapeutique complète. Ce message en fait, a su fédérer des acteurs importants, constitutifs en fait, d'une filière qui est française, experte et solide. Notre recherche et développement est supervisé par le département de pharmacognosie de l'Université de Lille, et donc le professeur Henbel est le porteur nominatif de demande à titre expérimental qui a été soumise à l'ANSM. Nous appuierons en fait en aval sur Delpharm pour le développement galénique et les productions de médicaments qui seront donc totalement BPF évidemment, et en amont, MPIT et Litetmine pour les semences, la recherche variétale et la filière des PAM qui a toute la légitimité nécessaire de façon à soutenir en fait nos plans culturaux. Nous avons approché également en fait les filières, l'interprofession du chanvre, mais les réponses, vous avez pu le constater, ont été moins enthousiastes sur la partie thérapeutique. Alors qu'est-ce qui fonde finalement notre innovation, qui fait de nous un projet peut-être différent? C'est que lorsqu'on regarde la plante, en fait, la partie intéressante de la plante, ce sont en fait ces petites boules blanches que vous voyez qu'on appelle des trichomes. Alors ces trichomes font 50-60 microns, mais c'est là où sont concentrés, où sont synthétisés les cannabinoïdes. Et nous savons les séparer industriellement de la fleur. Alors ça a du coup des conséquences qui sont extrêmement intéressantes, c'est-à-dire qu'on va réduire très considérablement la biomasse avant extraction, et ça c'est une problématique qui se pose à tous,
lorsqu'on est obligé d'extraire. Plus vous avez de biomasse, plus vous êtes obligé d'augmenter vos capacités d'extraction. Ça va réduire aussi, en concentrant la matière, la chimie de purification. Et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ça permet de rendre le chanvre industriel aussi performant que le cannabis. C'est qu'on arrive à des taux de concentration en cannabinoïdes qui sont proches de 15% et qui donc vont permettre de passer directement aux étapes d'extraction sans traiter en fait, des tonnes et des tonnes de matière. L'impact économique est direct, puisque ça permet de diviser les coûts de production à peu près d'un facteur 2,5. Du coup, deux stratégies de culture qui deviennent un peu évidentes, c'est-à-dire que tout ce qui est légal, c'est-à-dire le CBD qui est demandé aussi, qui fait partie des molécules thérapeutiques, cultivées finalement en plein champ, bio ou raisonnées à partir de champs industriels, et limitation à la production de THC, de l'utilisation des serres indoor, plus coûteuses certes, mais qui permettent de présenter aussi des conditions de sécurité nécessaires pour ce type de molécules. Volume estimé, puisque là on est quand même encore dans de la projection, à peu près 1/3 donc sous serre ou en indoor et 2/3 en extérieur sur la base donc possible de chanvre industriel. Une slide peut-être un tout petit peu complexe, mais que je vais essayer de rendre simple. En fait, on a deux approches qui sont complémentaires. L'indoor, c'est la fleur médicament stabilisée, avec un profil très stable qui a vocation partiellement à répondre à une des demandes de la NSM, puisque la consommation de fleurs fait partie de la demande. Elle offre l'avantage de la sécurité pour les stupéfiants et aussi une forme d'indépendance aux aléas climatiques. En revanche, donc pour les trichomes issus du plein champ, le mode de transformation va passer par de l'extraction, de la purification des actifs et des reformulations avant la mise en forme galénique. Ça permet une précision pharmaceutique plus importante, peut-être un travail galénique un peu plus souple, de façon à mieux les adapter aux pathologies et aux patients. Pour le prescripteur et le pharmacien qui va les distribuer, c'est plus facile à stocker, et ça a un impact favorable sur les coûts de production. Il y a des enjeux économiques et écologiques entre les deux circuits. Finalement, on sait que la culture plein champ sont des puits de carbone, donc c'est tout à fait favorable. Le champ régénère les sols. Le coût finalement d'investissement dans les infrastructures agricoles est limité. Et il y a une possibilité, d'après nos estimations, de développement d'une filière agricole qui pourrait représenter 700 hectares à 5 ans. Et une possibilité également d'exploitation des autres parties de la plante, donc je pense donc à la fibre et peut-être aussi aux huiles essentielles. Alors, question clé, puisque finalement nous avons soumis une demande à titre expérimental. Combien de temps, en fait, pour être prêt, pour être potentiellement en capacité de répondre à la demande en cannabinoïdes thérapeutiques? Nous estimons, pour notre part, qu'à partir de l'autorisation expérimentale donnée par l'ANSM, il nous faudra à peu près 1 année et demie, de façon à mettre en place à la fois la recherche et développement local, gérer en fait l'ensemble des aspects réglementaires qui y sont liés, mais aussi travailler en fait des plans agricoles avec la filière des plantes médicinales, avant d'arriver en fait à une commercialisation des produits. Le marché, qu'est-ce qu'il peut être? Alors là, on est quand même un petit peu dans des projections qui présentent un certain niveau d'incertitude, puisque les conditions d'accès au marché ne nous sont pas connues à date. On peut estimer, en tenant compte de la typologie des médecins, probablement d'un traitement en prescription qui va beaucoup ressembler en fait à une nouvelle molécule, avec probablement quelques enthousiastes au début et puis après en fait une adhésion croissante, que le marché à un horizon 4-5 ans peut atteindre 500 millions d'euros pour le thérapeutique. Je rappelle que la cible, si on regarde l'ensemble des indications proposées par la NSM, peut toucher en fait 4 millions de Français. Pour les questions législatives et réglementaires, on va revenir en fait sur les 2 premiers points, mais je ne vais pas du coup insister trop, puisque c'est l'autorisation évidemment de la culture, de la valorisation, de la transformation de l'ensemble de la plante, incluant les inflorescentes, et aussi l'autorisation de recherche variétale.
Pour ce qui concerne le statut de la plante en chanvre industriel, il n'y a pas de nécessité nécessairement de modifier son statut, y compris dans un usage thérapeutique, puisqu'il est tout à fait possible et accepté par la NASM qu'une monographie d'une partie de la plante soit effectuée. Et nous planifions donc de réaliser une monographie des trichomes. Pour ce qui est du statut du cannabis thérapeutique, une monographie française est en cours, de même qu'une monographie européenne. Je voudrais juste parler quand même un tout petit peu du bien-être, puisqu'on peut anticiper une forme de porosité entre le bien-être et le thérapeutique, notamment parce que le CBD fait partie, notamment à ratio 1,50, fait partie, à notre connaissance, pour faire partie du cahier des charges. Il est important, du coup, que tout soit fait pour que le marché du bien-être soit mieux organisé, mieux contrôlé, notamment sur des questions de traçabilité, d'origine, de qualité, contrôle de l'étiquetage et bien évidemment des allégations santé qui actuellement fleurissent et qui, normalement, sont totalement interdites. Question aussi entre le seuil de CBD bien-être et CBD thérapeutique. L'OMS va prendre une position, semble-t-il, en septembre et définir probablement des indications. Mais ensuite, c'est peut-être aussi, puisque le CBD peut être totalement thérapeutique, le niveau de titration minimale qui peut être aussi retenu pour définir ce que seront en fait les seuils entre les deux, entre le bien-être et le thérapeutique. Nous avons de même une forme d'interrogation sur le bien-être, sur l'autorisation. Donc, faut-il ou pas autoriser la vente de fleurs telle qu'elle directement aux consommateurs dans le segment bien-être, c'est-à-dire sans revendication thérapeutique. Ça nous semble poser comme la question d'une forme de cohérence sanitaire avec les politiques anti-tabac, puisqu'on sait, notamment l'exemple suisse le montre, que très majoritairement, les fleurs en fait, sont fumées, donc sur support tabac, et c'est la raison pour laquelle elles ont, me semble-t-il, été interdites en Allemagne en dehors du thérapeutique. Donc la question peut se poser de se dire, est-ce que l'usage de la fleur en consommation directe, donc non sans transformation, sous quelle forme peut-on maximiser les chances qu'elle ne soit pas fumée? Donc, en résumé, nos cannabis thérapeutiques, nous jouons en fait un projet différent qui valorise la filière agricole, éco-responsable, soutenu solidement par une filière experte. Le coût du traitement doit être accessible et remboursable, des galéniques adaptées. Nous pensons être en mesure, à 5 ans, de pouvoir créer 140 emplois. Et je voudrais insister aussi sur le dernier point, c'est-à-dire que nous sommes confrontés sur ce marché-là à une compétition qui est importante, qui a de l'expérience, qui est intéressée par le marché français. Et donc, dans cette phase probablement expérimentale à venir, puisque nous ne serons pas prêts avant au minimum 1 an et demi, il serait peut-être intéressant aussi que les différents projets étudient s'il n'y a pas des synergies qui permettraient de renforcer la force d'une filière totalement française. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Monsieur Aignan. Et pour terminer ces propos liminaires de la table ronde, je donne maintenant la parole à Monsieur Deschamps de Stanifarm. Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter d'être rapide, le temps est compté, donc je vais peut-être couper certains messages et y aller le plus vite possible pour qu'on puisse échanger. J'interviens ici en qualité de président de Stanifarm. Stanifarm, en fait, sera la brique pharmaceutique, la brique de la fleur aux médicaments, de la future filière française qu'on appelle de la graine aux patients. Dans ce propos liminaire, je vais tenter rapidement de présenter l'activité, les apports à la filière, ce que Stanifarm pourra apporter à la filière, ma vision de la filière, vision d'un point de vue pharmaceutique, et puis quelques facteurs critiques de succès ou d'échec d'une filière française, notamment d'un point de vue réglementaire. Stanifarm a été créé en 2009 et son métier, très simplement, c'est la recherche-développement et la production sous contrat de produits de santé en respect des BPF. Nous sommes toujours innovants, nous produisons en respect des BPF, nous sommes toujours innovants avec de nombreux projets coopératifs, européens, internationaux, français également, et des liens historiques avec des labos français dans le domaine par exemple de l'extraction, de l'éco-extraction, de la galénique ou de la chimie analytique, de la caractérisation fine des extraits végétaux ou des médicaments. Nous avons 2 principaux savoir-faire. Le premier, c'est ce qui concerne l'extraction, la purification, et le deuxième, ce qui concerne la formulation.
Pour l'extraction, Sanifarm est l'acteur de référence mondial, des plus anciens, dans le domaine de l'extraction supercritique. Repartez en a parlé, je ne vais pas insister. Il faut rappeler simplement que c'est la méthode de référence pour le cannabis médical et qu'aujourd'hui, les extraits pharmaceutiques de cannabis sont produits par CO2 supercritique. Pourquoi en fait? Vous savez que le cannabis contient des centaines de molécules, THC, CBD, et des produits minoritaires comme des cannabinoïdes, des terpènes ou d'autres. Et en fait, le CO2 permet d'extraire l'ensemble de ces molécules, presque l'ensemble, et de les préserver. Et c'est important puisqu'en fait, ces molécules participent à l'effet d'entourage du cannabis. Je vais prendre l'exemple d'Israël, qui est un pays qui a une approche très scientifique et pragmatique du cannabis médical. En Israël, le médecin prescrit du cannabis et c'est le pharmacien qui va délivrer un cannabis de marque. Par cannabis de marque, j'entends un cannabis qui a bien sûr un ratio CBD défini, mais aussi des cannabinoïdes minoritaires et des terpènes parfaitement définis. Et lors de la phase de titration du médicament, on va titrer non seulement le THC-CBD, mais aussi ces molécules minoritaires. Ce qui veut dire qu'en fait, que le patient va essayer différents cannabis avant de trouver celui qui lui convient, celui qui lui apporte le meilleur service médical. Donc ça, c'est un point très important. Et le CO2 permet justement d'extraire toutes ces molécules. Pour délivrer au patient l'ensemble de ces molécules de manière constante et reproductible, en qualité pharmaceutique, il y a deux conditions évidentes. La première, c'est d'avoir des fleurs standardisées, en THC, CBD et dans le reste. Donc de disposer de fleurs standardisées avec des génétiques médicales stabilisées et des conditions de culture strictement contrôlées. Pour ma part, je pense que l'indoor est incontournable pour avoir ce type de fleurs pharmaceutiques. Et ensuite produire un extrait à spectre complet, notamment par le CO2, pour extraire et préserver l'ensemble des composés. Alors l'expérience dans le domaine chez nous, elle est réduite sur notre site de Champignol, près de Nancy. Vous imaginez bien qu'on n'a jamais travaillé en direct sur le cannabis étant en France. En revanche, nous avons assisté de nombreux laboratoires pharmaceutiques mondiaux par des prestations d'ingénierie, de conseil pour concevoir, qualifier, opérer des unités BLPF industrielles d'extraction. Donc on a une expérience, je ne pourrais pas citer les labos malheureusement pour des raisons de confidentialité, mais on a une expérience dans le domaine industriel de l'extraction du cannabis. Ces extraits, ensuite, il faut les formuler sous forme par exemple d'huile ou de capsules d'huile. Ce sont les deux produits prévus aujourd'hui par l'expérimentation. C'est notre second métier et je voulais vous rappeler brièvement qu'un médicament doit répondre à 3 critères, qualité, sécurité, efficacité. Mais un médicament doit aussi emporter la confiance du patient et être prescrit de manière personnalisée dans le parcours de soins. Ce qui veut dire qu'il faut adapter finement la galénique, la formulation et la voie d'administration à chaque couple pathologie-patient. Par exemple, pour obtenir la meilleure pharmacocinétique. Alors, pharmacocinétique, c'est très simplement la manière de caractériser le devenir du principe actif après prise de médicament. Donc, typiquement, on prend un médicament et on va, par exemple, caractériser le temps auquel la teneur dans le sang disponible est la plus haute, ou alors la quantité totale de principe actif qui a été disponible après la prise du médicament. Dans le cas du cannabis, on a 2 grandes familles, fleurs séchées, qui est inhalée après vaporisation, et dans ce cas-là, THC et CBD sont détectables quasiment immédiatement après inhalation. Et l'effet est très rapide, la teneur maximale est atteinte en quelques minutes. Donc l'effet est immédiat pour le patient, et le patient pourra ainsi, par exemple, soulager une crise aiguë de douleur. Les formes orales sont à l'inverse du spectre galénique. Elles ont un effet beaucoup plus lent et prolongé. Elles ont un gros défaut, c'est qu'elles ont un effet, une pharmacocinétique très très erratique, avec une différence entre les patients, mais aussi pour un même patient, selon son état, selon, par exemple, les autres médicaments qu'il va prendre. Donc on a une marge de progrès énorme sur les formes orales. Un produit sublingual comme le Sativex est un peu entre les deux, il a un effet prolongé, il est un peu plus rapide. On voit donc qu'on a aujourd'hui un portefeuille très très limité de galénique, effet immédiat, effet prolongé, et on pourrait apporter un service médical largement amélioré en développement d'autres galéniques ou d'autres voies d'administration. Je prends un exemple simple sur un besoin qui est non satisfait. Aujourd'hui, un patient qui ne peut inhaler, vaporiser des fleurs de cannabis n'a pas accès à un cannabis thérapeutique à effet immédiat. Ça n'existe pas. Ça reste à développer. Les solutions existent. Sanifarm et d'autres ont développé pour d'autres principes actifs. Elles sont simplement à développer, adaptées au cannabis dans l'intérêt du patient. Je vais revenir rapidement à la filière de la graine aux patients. Les points clés de cette filière, en fait, pour commencer, je voudrais dire que je partage totalement l'avis du professeur Rottier.
que vous avez récemment auditionné, et qui disait, je cite, la prise en charge du médicament, la prise en charge antalgique de demain devra être prédictive, préventive et personnalisée. Ça signifie, en termes de filière française, que cette filière doit être innovante et basée sur la science. Elle doit apporter des preuves de manière à élargir le champ d'application à d'autres pathologies que les pathologies actuellement visées, et également, quand pertinent, bien entendu, à pouvoir prescrire le cannabis en première intention et non pas en dernière ligne comme aujourd'hui. En quelque sorte, cette filière ne doit pas seulement répondre au cahier des charges actuel, mais elle doit aussi se soucier de l'avenir et apporter le meilleur service médical aux patients. Les savoir-faire existent en France, tant public que privé. On travaille depuis longtemps sur cette filière et on a des acteurs publics et privés d'excellence qui peuvent contribuer à chaque brique de la filière. La première composante associée à cette filière, ça sera bien sûr celle des équipes médicales, paramédicales, qu'elles soient hospitalières, universitaires ou en ville. Il faut partir du besoin du patient, prendre en compte le parcours de soins, et l'objectif c'est de définir, de développer et de qualifier les médicaments offrant le meilleur service, le meilleur ratio bénéfice-risque. Si on prend les briques opérationnelles, la première c'est la brique de la graine à la fleur. Comment cultiver ces fleurs? J'insiste à nouveau, on est en pharma, on est en santé, il faut donc des fleurs parfaitement standardisées et de qualité pharmaceutique. Les savoir-faire agronomiques existent sur le territoire, en génétique, en sélection, en culture indoor, et ils sont identifiés. D'autres briques, une brique c'est de caractériser ces médicaments complexes en composition, et des laboratoires publics d'excellence sont connus et pourront parfaitement répondre aux besoins. Et puis la dernière, c'est pas la moins complexe et elle est cruciale, c'est la brique ou les briques, formation des équipes médicales et des patients et distribution du médicament aux patients. C'est une brique complexe, j'en parlerai pas, c'est pas mon expertise, et je pense que vous allez prochainement auditionner des experts dans ce domaine de formation et de distribution du médicament. Alors pour terminer, de manière à laisser le temps pour les questions, je voudrais venir sur 2 points bloquants, points critiques pour une filière française. Le plus évident, il faut démarrer le plus rapidement possible le projet de R&D. Si on se limite à l'activité pharmaceutique, je vais prendre le cas de Stanifarm, chez nous tout est prêt, les équipements, l'assurance qualité, le savoir-faire. Si demain on a l'autorisation, je dis bien demain, et les financements, il faut 1 an avant de commencer à travailler, puisqu'en fait, il faut 1 an à la brique de la graine à la fleur pour nous fournir des fleurs pharmaceutiques standardisées. Ces acteurs devront sécuriser un site, installer des équipements de culture, de traitement des fleurs, les qualifier, cultiver les fleurs. Donc dans 1 an, première fleur disponible, si les graines sont stabilisées. Il faudra ensuite les caractériser, les libérer, les distribuer. Ceci, c'est sans compter les aléas techniques, ce qui fait qu'en fait, on ne pourra pas fournir de fleurs pendant l'expérimentation, car il n'est pas question d'avoir une rupture par rapport aux promesses qui ne seront pas tenues. Je peux aussi me tromper, je suis peut-être trop conservateur et trop pharmaceutique dans l'âme, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de produire un lot de fleurs et de dire que c'est un médicament. On est dans un produit BPF, et à mon sens, il faut 3 lots consécutifs de fleurs pour montrer qu'on a une production validée et qualifiée. Donc en fait, ce n'est pas 1 an, c'est plutôt 2 ans avant d'avoir des fleurs médicaments. L'autre facteur de succès, une fois qu'on a produit ces fleurs, c'est de développer un médicament, des huiles, des capsules. Et là, il n'y a aucun raccourci possible. Pas de négociation en santé avec la qualité n'est pas négociable en santé. Il faut suivre un parcours pharmaceutique de développement strictement balisé. Développer, valider les procédés, les produits, obtenir des données de stabilité au stockage du produit, libérer les produits. Tout ça mis à bout fait qu'il est strictement impossible, et je l'ai entendu précédemment, de fournir des produits pendant l'expérimentation. Mais il faut obtenir le plus rapidement possible des autorisations ANSM pour démarrer, pour bien sûr prendre le relais des produits importés, sur un cahier des charges qui sera sûrement proche du produit des charges actuel, on peut le supposer, mais aussi, vous l'avez compris, pour délivrer aux patients des produits de service médical largement améliorés, via un portefeuille de médicaments avec diverses compositions, THC, CBD, autres composés minoritaires, et via différentes galéniques. Et enfin, pour terminer, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur la manière de construire la filière, notamment le calendrier. Nombre de patients, nombre de pathologies, on est vraiment dans le flou à ce niveau-là. Modalité de remboursement, comment seront remboursés ces produits, ça a été souvent évoqué dans la mission et c'est un point clé, donc je ne vais pas insister. Une des plus importantes à mes yeux, c'est quelles seront les exigences réglementaires post-expérimentation. Quel sera le statut réglementaire des produits.
pour la plante en elle-même en tant que médicament, pour la plante en tant que matière première, pour les extraits en tant que matière première à usage pharmaceutique et pour les extraits formulés en tant que médicament. Est-ce qu'on sera sur des spécialités, des préparations magistrales, des génériques, des médicaments de marque, AMM ou pas, quel type d'AMM, essais cliniques ou pas, quel type d'essais cliniques? Et tous ces éléments, en fait, impactent fortement le calendrier de développement. On a des hypothèses très différentes de mise à disposition des patients des produits selon ces statuts réglementaires. Donc je ne dis pas qu'il faut baisser l'exigence pour aller plus vite, mais il convient de savoir rapidement ce statut. C'est un sujet complexe et nouveau qui a déjà été évoqué dans la mission. Je ne doute pas que les autorités y travaillent déjà aujourd'hui de manière, je pense, aussi rigoureuse que le travail fourni par le CSST, mais ce point doit être le plus rapidement possible dans le respect de la santé publique connue pour construire une filière qui pourra fournir des produits de qualité pharmaceutique aux patients. J'en ai terminé, je vais peut-être parler un peu vite pour rattraper le temps, j'en suis désolé, mais j'espère qu'on pourra maintenant débuter la table ronde avec le temps qui nous reste. Je vous remercie beaucoup d'avoir tenu votre temps et je pense que c'était parfaitement clair sur l'essentiel. Alors, effectivement, il nous reste 25 minutes pour un échange, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se discipline. J'imagine que la rapporteure thématique, Emmanuelle Fontaine, a plusieurs questions, donc je lui cède d'abord la parole. Ensuite, je distribuerai la parole. Je vous propose qu'on fasse peut-être les questions de manière groupée. Je distribuerai la parole aux collègues qui le souhaitent. Et puis, ensuite, je distribuerai la parole à nos intervenants pour des réponses ou des compléments d'informations par rapport à leurs propos introductifs. Emmanuelle ? Oui, merci Monsieur le Président, vous me connaissez bien. J'ai quelques questions, effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos présentations et parfois même vos projections sur l'avenir. Je me réjouis vraiment d'avoir les acteurs français qui s'organisent. Pour être très clair, je vous ai écouté avec attention tous et je vois bien qu'il y a un frein pour la culture du cannabis qui semble être tout simplement la production, la culture au niveau agricole déjà. Donc j'aurai donc en deux parties des questions sur si la culture du cannabis est autorisée en France, et puis j'aurai une question, la question subsidiaire à la fin, c'est si la culture en France n'est pas autorisée. Donc si la culture du cannabis est autorisée en France, donc Monsieur Deschamps, vous avez répondu, vous serez peut-être prêt dans un an pour répondre à une demande et notamment à celle de l'expérimentation. Est-ce que je voulais savoir si les autres acteurs et intervenants de cette table ronde seraient prêts en moins d'un an. Ensuite, Monsieur Gaudin, vous avez abordé le sujet des opiacés. Alors c'est vrai qu'on fait souvent le parallèle avec les opiacés. Moi, je m'interroge sur l'organisation d'une telle filière. Est-ce que vous pensez que justement une filière du cannabis pourrait être une filière un peu en parallèle avec celle des opiacés? Alors, je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, on entend plus une filière qui serait organisée plutôt en monopole autour des opiacés et un peu moins avec une diversité d'acteurs. Je voudrais votre avis là-dessus. Ensuite, j'avais une question toujours une question sur la structure d'une filière. Donc, pensez-vous qu'il faille une agence de régulation? Alors, Madame, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom de chez Robertet. Vous êtes la seule intervenante de cette table ronde. Vous allez probablement vous reconnaître. Je vous ai entendu sur les certifications. Donc, je voulais vous poser la question sur une agence de régulation qui pourrait être agréée par le ministère de la Santé, comme c'est le cas dans d'autres pays. Alors, est-ce que le réseau des PAPAM aurait-il un rôle à jouer, notamment dans la distribution de licences, de contrôle de la culture et des produits? J'avais donc ma petite question subsidiaire, c'est celle de et si la culture en France
du cannabis n'était pas autorisé. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y ait une législation particulière pour la culture du cannabis qui ne serait pas pour une consommation française, mais plutôt une exportation française? Un produit qui pourrait être cultivé à des taux qui seraient à déterminer, mais qui ne serait consacré que pour l'exportation. Voilà, je n'avais pas d'autres questions. Non, merci beaucoup. Merci Emmanuel pour ces quelques questions. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Gérard, Manuel? Et puis Caroline Janvier ensuite. Oui, Gérard, on ne t'entend pas. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Félicitations pour la qualité des propos de l'ensemble des intervenants. Et une interrogation pour Itemai. Vous avez parlé de sélection variétale. Est-ce que vous êtes limité en matière de recherche et d'évolution variétale, en particulier par le non-accès à certaines biotechnologies végétales? Je pense pas forcément aux OGM, mais plutôt à des techniques nouvelles, novatrices comme la mutagénèse. En clair, avez-vous le matériel génétique aujourd'hui à votre disposition pour faire évoluer dans le sens que vous souhaitez les variétés en matière de chanvre? Merci Caroline. Écoutez, je vais m'associer aux remerciements de mes collègues pour ces présentations à la fois très techniques, mais néanmoins intelligibles pour les non-experts que nous sommes, notamment des questions agronomiques, enfin en tout cas pour ma part. Moi, je m'interrogeais sur les échanges que vous auriez pu avoir avec les différentes autorités, je pense à la DDT par exemple. Je sais que Interchamps discute avec la NSM et il a pu évoquer cette question lors d'une précédente audition sur finalement le flou juridique sur la question notamment de la fleur, puisque, et je regardais pour me remémorer un peu le cadre, il y a une interdiction qui figure dans le Code de la santé publique de fabrication, importation, exportation, off-cession, acquisition du cannabis, plante et résine. Cette interdiction a été modifiée, donc cet article R5132-86 a été modifié par un décret de 2013 qui modifie cet article du Code de santé publique en introduisant une dérogation pour le cannabis thérapeutique. Et cela même alors que les autorités se réfèrent à un arrêté de 90, donc qui portait application d'un article que j'ai cité précédemment du Code de santé publique qui interdit donc la fabrication de cannabis. Mais donc en fait cet arrêté qui est donc antérieur au décret de 2013 qui introduit la dérogation, finalement voilà, il y a eu tout un débat sur le fait qu'il ne serait pas forcément que ça serait plus une norme qui serait opposable, d'autant qu'il vise un article qui a été abrogé dans le Code de santé publique. Bon, c'est très technique, mais tout ça pour vous dire que ce qu'on a constaté, et notamment il y a eu un article dans Libération en 2018 qui disait qu'en réalité la France avait légalisé le THC, et donc avec beaucoup de débats sur ces questions-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une application qui est un peu différente en certains endroits, des décisions administratives qui peuvent différer. Et je voulais voir avec vous, s'agissant pour le coup de la production et donc finalement de la difficulté technique que vous avez, puisque vous n'avez pas l'autorisation de récolter la fleur, est-ce que vous avez, vous, des échanges avec notamment les services de la DDT et est-ce que vous avez peut-être une vision sur la façon dont cela pourrait évoluer au-delà de la décision que doit prendre la NSM et décision qui est très attendue. Le Interchamps nous disait qu'en effet, il fallait qu'elle arrive dès juillet puisque alors les délais sont soit d'1 an, soit de 2 ans, voire éventuellement plus pour avoir des quantités suffisantes. Mais donc voilà, je voulais voir s'il y avait d'autres voies que cette autorisation de la NSM pour finalement répondre à cette difficulté technique qui est liée à un cadre juridique assez complexe, voire inopérant. Je vous remercie.
Bien, merci Caroline. Alors, les questions sont nombreuses. Il reste un quart d'heure. Donc, je vous propose qu'on conserve le même ordre d'intervention, en commençant par Itemaï et puis ensuite par Monsieur Aignon de Hélican et Monsieur Deschamps de Stanifarm, en essayant d'obtenir de votre part des réponses les plus synthétiques possibles à des questions vastes et complexes. Donc, je mesure bien la difficulté d'être totalement exhaustif, mais rassurez-vous, s'il y avait des compléments d'information ou de réponses à apporter, nous aurions un échange peut-être un peu plus informel après les auditions, où vous pourriez peut-être nous apporter des compléments par d'autres modes de communication. Voilà, je vous cède la parole, Monsieur Godin en premier peut-être. Oui, alors il y avait deux questions pour l'ITEPMAI. La première, c'était sur les opiacés et le parallèle que j'ai pu faire rapidement à la fin sur la filière pavot. Alors, je ne suis pas forcément le plus à l'aise pour en parler parce que j'aurais préféré que ce soit M. Hugo de chez Francopia, mais juste dire que c'était un exemple qu'on voulait vous donner d'une filière complètement intégrée, sécurisée surtout. Après, est-ce qu'il faut faire un copier-coller des systèmes? Moi, je suis mal placé pour juger de ça. Mais c'était important, nous semblait-il, de vous parler de ce sujet-là, mais que les parlementaires connaissent déjà bien, me semble-t-il. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si mes collègues administrateurs ont des choses à rajouter sur ce sujet-là. Sinon, je continue sur la deuxième question qui m'était posée, qui était sur les techniques de sélection et de création variétale. Le monsieur a parlé de mutagénèse et savoir si on avait les compétences et le matériel. Il faut savoir que pour tout ce qui concerne aujourd'hui la sélection variétale autour du champ, nous nous associons avec MPIT. Donc MPIT, lui, a tout ce matériel végétal à disposition. Et effectivement, aujourd'hui, on est prêt à travailler ensemble, mais on est limité par ce que je vous ai déjà présenté en préambule. Et il semblerait que pour pouvoir avancer, en fait, il faut que la réglementation bouge. Et on a d'ailleurs, les élus professionnels de notre institut ont déjà fait des démarches auprès des ministères concernés, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, desquels on n'a jamais eu vraiment une réponse très claire sur la possibilité d'avancer sur les nouvelles technologies. Et on attendait plutôt le rôle de la mission, enfin, en tout cas les conclusions de la mission pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue, et donc c'est pas facile pour nous d'avancer. Michel, Jean-Raymond, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Moi, je vais laisser la parole à Catherine Gadras, donc c'est le nom de la dame qui s'occupe du réglementaire chez Robertet, pour apporter une réponse par rapport à tout l'aspect réglementaire. Donc, sur la partie, donc la question qui a été posée par Madame Fontaine concernant si on pouvait envisager un organisme qui puisse être en charge du suivi et du contrôle de ces plantes au travers donc différentes organisations, tout à fait. Et nous, au contraire, on milite beaucoup pour que si on a une libération, on va dire, de la culture du chanvre avec l'exploitation de toutes les parties de la plante, y compris celles donc riches en CBD, en THC, nécessairement cela va nécessiter un contrôle strict de la part des sociétés qui vont être amenées sur toute la chaîne à manipuler ces produits. Donc on est tout à fait en ligne avec ce que vous proposez effectivement. Et je voulais également, puisque j'ai la parole, venir également sur la partie de la modification de la dérogation concernant le THC, le 9-THC, donc au niveau thérapeutique. Effectivement, mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir produire, on a besoin d'avoir accès à des plantes qui ont une teneur en CBD, en THC, suffisamment importante. Et ça, c'est tout le problème qui se pose au niveau du territoire en France, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à ces plantes, on ne peut pas récolter la partie de la plante qui nous permet de concentrer ces actifs. Et même si on libère au niveau français l'utilisation du THC au niveau thérapeutique, on a de toute façon la problématique de pouvoir avoir une production 100% française.
de la plante jusqu'au produit qui va sortir. Parce qu'on est obligé à un moment donné de faire appel à des producteurs hors de la France pour avoir accès à ces produits. Donc voilà, c'est toute la problématique, elle est au niveau de l'agriculture et de libérer cette agriculture. Ce qu'on peut aussi rajouter pour Robertet, pour rejoindre aussi un peu les propos de M. Deschamps, c'est qu'aujourd'hui, quand on pose une question concernant le statut des extracteurs de CBD à l'ANSM, on n'obtient pas de réponse. Donc, l'ANSM ne sait pas aujourd'hui se positionner sur ce sujet et M. Deschamps mettait dans son préalable à la production d'un médicament l'autorisation de l'ANSM. Nous, chez Robertet, ça fait 2-3 ans qu'on l'attend. Ce n'est pas 3 mois. On a un projet en cours actuellement, donc avant d'envoyer le dossier sur l'utilisation, l'extraction de CBD, on a un projet en cours qui est sur l'extraction du chanvre. Et on a un certain nombre de questions avant de solliciter, d'envoyer le dossier. Donc on a sollicité la NSM pour avoir des réponses, pour savoir comment ce dossier, il était préférable de le structurer. Donc on n'arrive pas à avoir d'interlocuteur. C'est vraiment très très difficile. Donc on est bloqué là, ne serait-ce que tout ce qui a été montré dans les présentations était très intéressant, où on montre qu'à partir de l'autorisation de la NSM, il faut un certain nombre de temps, voire d'années, pour aboutir à un produit fini. Nous, on en est à un point où on n'a pas encore soumis le dossier et on n'arrive pas à savoir exactement comment on peut le soumettre. Par contre, on a déjà développé des extraits et des produits sur le marché américain et sur le marché suisse, produits qui sont déjà commercialisés. Donc la partie, on va dire, technique, extraction, ça est déjà maîtrisé. Mais tant qu'on n'a pas le cadre de la NSM, on va le faire évoluer en conséquence. C'est bon pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Agnon. Oui, si je peux me Pardon, permettre de... Monsieur, je ne sais pas. Oui. Monsieur Vanier. Monsieur Vanier. Si je peux juste répondre à Mme Fontaine sur la partie culture et autorisation de la culture du cannabis en France. Moi, je parlerai du chanvre. Aujourd'hui, le chanvre est autorisé en culture en France. Et donc là, on parle de cannabis sativa. Le cannabis sativa, on peut récolter en toute légalité la graine, la fibre. Là, la problématique qui nous est posée à nous, agriculteurs et producteurs, c'est qu'on n'a pas l'autorisation de pouvoir récolter la sommité fleurie ou les inflorescences, qui sont les plus riches en CBD. Là, je parle bien de cannabis sativa, on ne parle pas de chanvre indien. On reste donc dans un produit, une plante qui a une destination soit alimentaire, soit pour la fibre. Après, je dirais, ce qui pourrait être, un préambule et qui nous permettrait d'avancer, ce serait en effet peut-être de se rapprocher des DDT et que, via peut-être le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, que des acteurs tels que nous et tels que d'autres intervenants sur le territoire français qui sont intéressés par la mise en place ou faire de l'expérimentation sur la culture du chanvre pour récolter la sommité, soit, je dirais, soit connus, soit identifiés, déclarent qu'ils font de l'expérimentation et donc ils en reçoivent l'autorisation. Dans un premier temps, ça nous permettrait déjà d'avancer. Et rapidement, quand je dis rapidement, c'est même dès cette année, puisqu'il y a des cultures de chanvre qui sont implantées sur le territoire français, des variétés donc, qui sont en effet qui ont été sélectionnées par la coopérative M-HIT, donc qui sont cultivées sur le territoire français. On pourrait déjà très rapidement récolter des sommités et avoir du matériel à disposition dans les prochaines semaines. En soi, ce n'est pas un souci. C'est juste d'avoir l'autorisation de récolter ces sommités fleuries. Et peut-être que ça pourrait aller relativement vite en se faisant identifier en effet auprès de la DTT, auprès de l'administration. Et pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'interdictions qui soient levées. C'est ce que je voulais dire par rapport à la culture du cannabis, du chanvre en France. Merci. Monsieur Dion.
Et alors, je voudrais répondre en fait à la question de Madame le rapporteur thématique concernant en fait la durée prévisible nécessaire pour être prêt pour répondre à l'expérimentation. Définitivement, il me paraît difficilement envisageable que quelque acteur français qu'il soit puisse être en mesure de répondre, puisque comme vous l'a expliqué aussi Monsieur Deschamps, il y a en fait dans la phase d'élaboration d'un médicament une étape nécessaire qui sont en fait les tests de stabilité. Ces tests sont par définition très longs. Dans notre cas, bon, ces tests peuvent durer jusqu'à 12 mois. Je comprends aussi, mais M. Deschamps me corrigera, que dans son cas, il y a 1 an pour atteindre en fait la première production de fleurs et ensuite les tests de stabilité qui seront nécessaires, ce qui fait qu'il est matériellement très peu envisageable que nous puissions répondre aux besoins de l'expérimentation et que nous serons probablement en fait en mesure d'avoir une offre, mais plutôt lorsque le marché s'ouvrira à l'issue de cette phase expérimentale. Merci. Monsieur Deschamps. Oui, je vais également répondre uniquement aux questions de Madame le rapporteur thématique. Les autres questions, je n'ai pas la compétence pour répondre. Sur la durée, 12 mois, effectivement, je n'ai pas été assez clair. 12 mois, c'est le temps pour avoir les premières fleurs. Mais ces premières fleurs, même si on parle de graines stabilisées en génétique, ne seront pas des médicaments. Stabilité, il faudra aussi valider la production, produire 3 lots consécutifs, si on respecte ce que moi je connais en pharmaceutique. Donc, ce n'est pas 12 mois. 12 mois, c'est les premières fleurs, ce ne sont pas des médicaments. Ça sera le début d'un médicament qui demandera encore plusieurs mois de validation. Et donc, on ne pourra pas fournir avant la fin de l'expérimentation. Ça me paraît très clair. L'autre question concernait une agence de régulation. Ça peut être utile, je pense, comme c'est le cas dans d'autres pays, pour tout ce qui est licence d'exploitation, pour tout ce qui est fixation des prix, distribution. Mais je pense que la NSM doit toujours garder son rôle et que la partie pharmaceutique du produit doit vraiment rester centrée sur la NSM. Il ne faudrait pas, à mon sens, qu'il y ait une confusion entre une agence de régulation et le rôle de la NSM. Pour les opiacés, on ne peut pas comparer le cannabis et les opiacés. C'est un très bel exemple, les opiacés. C'est une filière qui associe un grand groupe coopératif français et Sanofi Francopia. Il y a beaucoup de différences. Le pavot pousse en plein champ, il n'y a pas de vol, on ne peut rien faire avec une fleur de pavot, ce n'est pas du cannabis. Donc le cannabis en plein champ, le cannabis THC, c'est impossible pour des raisons de vol. Et puis le pavot, c'est quelque chose dont on va isoler des molécules qu'on va purifier. On n'a pas du tout cet effet d'entourage, c'est nécessité d'avoir un mélange complexe de molécules. Donc même la formulation, l'extraction qu'il y a derrière n'est pas comparable. Donc je pense que c'est un bel exemple de filière sécurisée, mais qui n'est pas transposable dans l'État au cannabis. Et dernière question, quid si on ne peut pas cultiver en France? C'est une question qu'on s'est posée et clairement, il faut l'écarter. L'approche privilégiée, c'est d'importer des graines stabilisées. On en trouve en Israël, par exemple. On trouve des graines stabilisées depuis plus de 10 générations, donc qui sont parfaitement pharmaceutiques et stabilisées. Elles, on peut les importer, on peut les cultiver. Pour ça, il suffit uniquement d'avoir l'autorisation ANSM. Donc ça a été dit par Robertet, par d'autres acteurs. Ce point de l'ANSM sur la réponse à l'autorisation est un point clé pour débloquer les choses, puisque si on peut importer des graines, on peut démarrer tout de suite. Importer des fleurs, ça va être compliqué, on n'aura pas de contrôle sur la qualité du produit. Je pense qu'il faut maîtriser toute la chaîne, vraiment, de la graine au patient. C'est vraiment l'idée de cette filière, si on veut avoir des produits de qualité pharmaceutique dispensés en France et exportés plus tard. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de complément de réponse que quelqu'un souhaiterait apporter, on est parfaitement dans les temps de la fin de l'audition. Caroline, tu voulais dire un dernier mot? Non? Oui, juste pour vous dire, j'ai oublié de préciser que nous avons aussi bientôt une audition avec le ministre de l'Agriculture. Et donc, ça nous permettra quand même aussi d'avancer sur ce sujet parce que mon point, moi, c'était qu'il me semble que ce flou juridique est finalement le fait d'avoir un acteur, évidemment, l'acteur central, c'est la NSM, mais quand même, cette multiplication d'acteurs fait que, comment dire,
qu'à mon avis, on pourrait aller plus loin dans les pratiques et notamment dans le recueil de la fleur si on avait les différents interlocuteurs et que chacun faisait sa part, prenait sa part de responsabilité dans ce processus. Donc voilà, juste pour vous dire qu'on a aussi cette audition et qui sera aussi visible. Et je vous invite à la regarder parce qu'on aura aussi peut-être des éléments intéressants de réponse de la part du ministre. Voilà. Merci Caroline. Donc, vous l'avez compris et sans empiéter sur les conclusions du rapport qui seront rendues dans quelques mois, mais l'état d'esprit de la mission est de manière assez unanime, c'est que la volonté du législateur et son vote surtout lors du dernier PLFSS soit entendu et respecté, et notamment dans ses considérations calendaires. Donc évidemment, on a tous subi, et je pense que vos domaines d'activité n'y ont pas échappé, quelques complications ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour autant, et ça a été rappelé, le cahier des charges prévu par le CSST de la NSM sur la question du cannabis thérapeutique est prêt. Le décret est dans les tuyaux du ministère de la Santé que nous souhaitons également auditionner. Même si nous avons pu caresser l'espoir avec des collègues ici présents que la période que nous avons vécue permette de pousser une filière française rapidement dans le cadre de l'expérimentation, merci des éléments techniques et réalistes que vous nous avez apportés, mais néanmoins, moi je comprends qu'il y a quand même une envie, un enthousiasme et un chemin surtout pour que l'on puisse demain permettre, si ça venait à fonctionner et de pérenniser, permettre une localisation française de la production avec des difficultés à la fois réglementaires et techniques que vous nous avez évoquées. Donc même si nous avons quelque influence sur l'évolution réglementaire, on est aujourd'hui un petit peu comme vous dans le flou des procédures en cours, mais on a entendu l'ensemble de vos arguments et surtout la mission reste à votre écoute, que ce soit pour des questions complémentaires que l'on pourrait poser, que ce soit au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Santé ou à d'autres acteurs, et bien sûr pour les éléments que vous souhaiteriez nous faire connaître et qui peuvent être utiles à nos travaux. Voilà. Donc je clôt avec un peu de frustration cette heure et demie d'audition, mais en vous remerciant vraiment d'avoir étayer vos différents argumentaires, en remerciant les collègues présents et puis en donnant rendez-vous aux membres de la mission la semaine prochaine pour la suite de nos auditions. Voilà, très bon après-midi à tous. Merci. Au revoir.